Alors, merci à vous, à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous remercier infiniment à tous les groupes de Fatmata Batouli qui a décidé de nous accompagner, qui a décidé d'accompagner l'équipe de la transition, qui a décidé de soutenir le peuple résilient du Mali pour traverser cette épreuve, n'est-ce pas, de ce que nous appelons malheureusement transition avec ces difficultés. Hier, je ne suis pas sorti, c'est vrai. Il y a des jeunes gens qui discutaient juste en face de ma maison. Ils parlaient. Il y a un qui défendait, il dit qu'il n'aime pas les militaires, mais il respecte ceux qui sont au pouvoir. Ils discutaient. Il y a un qui dit, depuis qu'ils sont venus, il y a problème de courant. L'autre dit, mais attends, toi tu habites dans la maison de quelqu'un. Le propriétaire vient te dire, sors de ma maison. Où est ton problème? Tu vas sortir de sa maison. En fait, il parlait de la fourniture de courant que nous faisait payer la Côte d'Ivoire. Et souvent, les gens disent, mais pourquoi Assimi, avant de prendre des décisions aussi dures, Assimi aurait dû négocier doucement la Côte d'Ivoire. Je dis, vous ne comprenez rien. Vous, attendez, moi je vais vous expliquer une petite chose. Quand Dieu établit quelqu'un, la personne travaille en fonction de l'agenda de Dieu. Ça, n'oubliez pas. C'est vrai qu'Assimi est venu au pouvoir. On peut dire c'est un militaire. Mais est-ce que Assimi, quand vous regardez de près, le premier ministre Choguel Kokana Maïga a l'habitude de le dire, ce sont des envoyés de Dieu. Ces gens-là. Alors, quand Dieu vous établit, vous pouvez le vérifier avec moi-même. Je le dis avec ma grande gueule. Hein. Je dis, je suis le baobab de Dieu, établi. Merci beaucoup à toi, Youssouf Diallo. J'ai dit, moi, je suis le baobab de Dieu. N'en déplaise à ceux qui à mes détracteurs, vous ne pourrez pas changer cela. Parce que la beauté de mon intelligence, la grandeur de mon esprit, l'anticipation, les analyses percutantes et les décryptages vont vous obliger à accepter que Keïta est le baobab de Dieu. Il y a beaucoup de baobabs, mais Keïta dit, lui, il est le baobab de Dieu. Peut-être qu'il y en a 1 milliard de baobabs, mais lui connaît pour le seul. Je ne peux pas parler pour les autres. Je ne peux parler que pour moi-même. Alors, ce qui est intéressant, quand vous écoutez le capitaine, vous savez, Assimi n'a pas beaucoup parlé. Mais pour comprendre ce que le Mali vit, vous n'avez qu'à écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Quand il parle du Burkina, en réalité, c'est pas du Burkina qu'il parle, il parle des 3 États. Regardez le Niger qui ne connaissait même pas le terrorisme, au point où Bazoum même se moquait de nous, au point où Bazoum disait même que dans très peu de temps, le Mali va tomber. Parce que Bazoum savait quelque chose que nous, on ne savait pas. Et le général Tiani, qui était l'homme clé, le cerveau qui protégeait la présidence, il voyait, il entendait les choses. C'est pourquoi le général, moi je vais vous dire une chose. Chacun de ces présidents, pour comprendre ce qui se passe dans l'AES, c'est pourquoi j'ai dit AES, mythe ou réalité. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Pour comprendre correctement ce qui se passe dans le Sahel, chaque président est venu en fonction d'un timing. Assimi est venu par rapport à un timing. Le capitaine Ibrahim a fait. Le général Assimi, le général Ibrahim et le général Tiani. Ils sont tous les 3 généraux aujourd'hui. Ibrahim, c'est pas encore officiel, mais c'est dans peu de temps. Alors, quand Ibrahim parle pour les 3. Ça, c'est un. Le général, il dit, j'ai regardé ce qui se fomentait au palais de Niamey contre le Mali et le Burkina. Et pire encore, ce sont nos frères nigériens qui étaient sacrifiés par rapport aux intérêts de la France pour que le Mali et le Burkina tombent. Donc, le général dit quoi? Je m'assois, je regarde mes propres frères d'âme en train de mourir. Et je regarde mes frères du Mali, on a la même histoire. Il n'y a pas de différence. Alors pourquoi je vais permettre qu'on détruise le Mali? Parce que quand ils vont finir de détruire le Mali, ils vont détruire aussi le Niger. Alors,
Regardez le général avec son âge. Est-ce que vous pensez que le général avait réellement besoin de ça? C'est là qu'il faut élever le niveau du débat. Il ne faut pas personnifier, il ne faut pas personnaliser, il ne faut pas rentrer dans l'émotion, mais laisser l'esprit se lever un peu pour comprendre. Est-ce que le général avait réellement besoin de ça? Si on regarde le général comme un militaire 4 étoiles, avec tous les avantages financiers, matériels, mais alors, est-ce qu'il avait besoin encore? Et c'était pas son problème. D'ailleurs, on vous l'a tous expliqué. Pourquoi au Niger, ça a pris du temps, je crois 3 ou 4 jours, parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas de la présidence. Il dit, je ne veux pas, je n'ai pas fait pour moi. J'ai fait pour vous. Choisissez entre vous. Ils ont dit, si toi tu as eu le courage de faire ça là, avec les risques que cela encourait, on ne peut pas. Seul toi-même là, tu peux conduire cette transition. Et on est tous derrière toi. Alors, le général vient pour arrêter le sang des Maliens qui étaient versés dans le Sahel par la faute de Bazoum, Macron, Alassane Ouattara et toute cette merde d'occidentaux. C'est pas seulement, le général n'a pas seulement arrêté la saignée au niveau du Mali, mais le général a frappé 3 coups en même temps, et lui seul. Voilà pourquoi les gens voulaient faire cette intervention au Niger. Pourquoi ils n'ont pas voulu intervenir au Mali? Pourquoi ils n'ont pas voulu intervenir au Burkina? Parce que le Niger c'était le point névralgique, c'est-à-dire le Niger était le centre d'opération de toutes les déstabilisations dans le Sahel, y compris la zone des 3 frontières. Donc, avoir le Niger avec le Mali et le Burkina, c'est un coup de frein à toutes les formes de déstabilisation, y compris dans la zone des 3 frontières. Et le général dit, les Maliens ne mourront plus comme ça. Ça suffit, trop c'est trop. Bazoum, tu es intérêt, je te mets aux arrêts. Quand le général arrête Bazoum aux environs de 2 heures du matin, 1 heure, 2 heures du matin, il y avait une possibilité que la garde se revoite contre le général lui-même. Mais il a pris le temps, avant d'arrêter Bazoum, il a pris le temps d'abord de changer tous les éléments et il a mis ses hommes qui sont prêts à mourir pour lui. Et puis ensuite, ce sont ces hommes-là, il leur a dit, mettez le président aux arrêts. Imaginez, le chef de la garde présidentielle décide de faire arrêter le président. Et l'ordre est exécuté à la lettre, le président est mis aux arrêts, avec sa femme. Alors le général prend le temps et puis parle avec ses frères d'armes, tous les officiers, il les réveille en pleine nuit. Mais pendant ce temps, Ouattara était déjà informé. Donc Ouattara rentre en négociation avec certains officiers de l'armée. Alors, c'est là que vous vous rendez compte que Dieu lui-même avait sa main dedans. Parce que le timing était respecté et aucun de ces changements de pouvoir n'a vu un affrontement direct entre les militaires avec des victimes civiles collatérales. On n'a pas vu. Là où il y a eu mort d'hommes au Mali et au Burkina, le Mali, c'est parce que il y avait manifestation, l'ordre a été donné de réprimer. C'était pas Assimi Goïta, paix à son âme, c'était Ibeka qui était au pouvoir. C'est en cela qu'il y a eu des morts d'hommes. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison supplémentaire qu'Assimi a dit non. Ça suffit, on ne peut plus accepter ça. Et le cas du Burkina, c'est parce que la garde personnelle de Paul croyait pouvoir résister. Ibrahim leur a dit, vous avez tout faux. J'ai tous les éléments ici avec moi. Si vous voulez, il n'y a pas de problème, on est prêt à aller à la confrontation. Mais pour vous, déposez les armes. C'est là que Faure Gnassingbé a négocié le départ de Paul chez lui au Togo. Et du Togo, il veut déstabiliser. Parce qu'ils n'ont rien compris. Le Niger a une position stratégique.
La position stratégique du Niger. La position stratégique du Niger. 1. Le Niger avait une des bases importantes de l'armée américaine. Une base de drones qui a coûté des centaines de millions de dollars. Qui permettait de surveiller, d'espionner au titre de la sécurité nationale aux États-Unis. Le général a pris plus de risques que le capitaine et le général Assimi Goïta. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Que les Français qui étaient encore sur le terrain, ils pouvaient envoyer un escadron attaquer le palais. Au moment où le général n'avait pas encore l'ensemble des forces armées avec lui, les gens pouvaient intervenir. C'est Dieu qui a sauvé et c'est Dieu qui a encore contrôle. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'AES est un mythe, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire? L'AES n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et cette réalité, c'est Dieu lui-même qui a sa main dedans. Nous ne sommes pas des athées. Les athées sont ceux qui ne croient pas en Dieu. Je ne suis pas un athée, je crois en Dieu. Et j'ai une conviction. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je parlais avec une amie au Gabon, docteur. Elle dit, Keïta, je ne comprends pas. Mais je te fais une confidence. Elle dit, j'écoute. Elle dit, est-ce que ce sont tes interventions-là qui ont renforcé ma foi? Parce qu'elle dit, comment toi, musulman, ta foi est plus, j'ai l'impression que ta foi est plus grande que la mienne. Et chaque fois que je t'écoute, je dis, non, non, non. Keïta peut pas me damer le pion sur la foi. Et là, je dis, elle a fait, et là, c'est un grand défi. Le meilleur défi que vous pouvez vous lancer, c'est par rapport à votre rapport avec Dieu. C'est le meilleur défi. Et relevez ce défi. Que quelqu'un vienne vous dire, je suis plus beau que vous, c'est pas votre problème. J'ai l'argent que vous, c'est pas votre problème. Je m'habille mieux que vous, c'est pas votre problème. Mais que la personne vous dise, je vous dame le pion sur Dieu, alors là, c'est un sur le problème. Elle dit, ce sont tes émissions. La manière dont tu introduis ton émission là, c'est ce qui a renforcé ma foi. J'ai dit, waouh. J'ai dit, Dieu merci alors. Infiniment Dieu merci. Quand Dieu vous utilise comme ça dans la vie de quelqu'un pour renforcer la foi de la personne, vous ne pouvez dire que merci à Dieu. Alors quand je dis que nos 3 présidents ont été établis par un ordre divin, c'est un peu, si on veut parler de ça là, on va parler jusqu'à la fin du mois, on n'aura même pas fini. Mais je vous donne les grandes lignes, les grandes idées, pour que chacun comprenne bien ce qui est en jeu. Vous avez vu qu'après la nomination de nos différents responsables, des gens se sont donnés à cœur joie pour apporter je sais pas comment vous le dire, chacun a commencé à spéculer, à dire du n'importe quoi. Et je vais répondre à cela, mais aujourd'hui, c'est pas ça le plus important. Le plus important aujourd'hui, posons-nous cette question simple. Est-ce que nos présidents, à l'heure actuelle des choses, est-ce qu'ils sont en train d'œuvrer pour le bien-être du Burkina, du Mali et du Niger? C'est la question que chacun devrait se poser. Est-ce que nos présidents sont en train d'œuvrer pour le bonheur du peuple burkinabé, du peuple malien? Il est important et fondamental. C'est là, voilà une première réponse que je vous donne. Opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel dans sa dimension développement. Après la défense et la diplomatie, l'AES s'attaque au développement économique pour concrétiser ses ambitions de souveraineté. En droite ligne, la mise en œuvre des conclusions et des recommandations du premier sommet des chefs d'État du Faso, du Mali et du Niger, tenu à Niamey le 6 juillet dernier,
Bamako, la belle capitale malienne, a abrité la rencontre des ministres en charge de l'industrie et du commerce élargi aux représentants du secteur privé de la Confédération des États du Sahel, AES. Ce samedi 19 octobre 2024, sous la présidence du Premier ministre, Dr Choguel Kokela Maïga, opérateur économique et membre des organisations patronales de l'espace, étaient réunis à la faveur de cette rencontre ministérielle qui vise à donner un coup d'accélérateur à la vision des chefs d'État des trois pays axée sur un développement endogène. La rencontre de Bamako aboutira, j'en suis persuadé, à la création d'une fédération des organisations patronales et d'une union des chambres de commerce de la Confédération des États du Sahel. Vous vous rappelez la dernière rencontre que nous avons eue ensemble, vous et moi? Je vous avais dit qu'il y a un spécialiste, un économiste qui avait dit que le départ de l'Afrique pour une monnaie unique, une Afrique décomplexée. Merci ma comédie, je suis beau ces temps-ci, c'est la main de Dieu ma chérie. Hein? Merci beaucoup. Il faut qu'on comprenne ça bien. Hein? Je vous ai dit, je le répète, qu'il y a un économiste qui a dit que le point de départ d'une Afrique libérée, d'une Afrique véritablement indépendante sur le plan économique, une Afrique qui va amorcer son développement sans complaisance, sans complexe, et que le point de départ de cette orientation africaine, c'est au sein de l'AES. Mais l'AES ne peut pas aujourd'hui être un modèle pour l'Afrique si l'AES n'arrive pas à tracer les sillons, à cimenter les fondations solides d'un développement harmonieux. Pour ce faire, l'AES a besoin de consolider les acquis locaux. En d'autres termes, j'expliquais encore à une personne, pas plus tard que hier ou avant-hier. Je dis, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est scandaleux. Pourquoi Bassirou Diomaye Faye, croyez-vous, est en train d'envoyer des émissaires dans l'AES? Pourquoi? Je vais vous donner la réponse. Ici, l'élément que nous sommes en train d'écouter, je vais développer l'élément. L'élément ici va poser un sérieux problème à la CEDEAO. Ici, ce qui est en train de se produire va faire des pays qui sont aujourd'hui regardés comme locomotives économiques au sein de la CEDEAO, au sein de l'UMOA. Ces pays-là aujourd'hui auront de sérieux problèmes. 1. La Guinée a montré sa véritable face au monde. Doumbia a doublé tout le monde. J'avais l'habitude de vous dire quand Chris Yapé sortait, je respecte les propos de Chris Yapé, merci à Chris Yapé. J'ai toujours dit Chris Yapé, je te respecte, mais jusqu'à ce temps que Doumbia ne me prouve pas le contraire, j'ai confiance. Mais Doumbia nous a démontré à la face du monde, par A plus B, qu'il n'est pas, il ne sera jamais panafricain. C'est un manipulateur, un corrompu, un menteur, aujourd'hui qui travaille. Et il a commencé à montrer son vrai visage, Doumbia. Il a commencé à s'attaquer même à l'AES. À la tribune des Nations Unies, on a vu le Premier ministre parler. Alors que la 78e session, lui-même il était à New York, avec son boubou blanc, il a été accueilli comme un héros pas possible. Les rues de Conakry étaient bondées de monde, puisque c'était sa première participation à un tel événement. Mais il a montré son véritable visage quand il a décidé de taxer les bateaux qui viennent au port de la Guinée.
Mamadi Doumbia a reçu instruction de taxer 2 fois, 3 fois plus nos bateaux, nos navires, que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est nous pousser à retourner en Côte d'Ivoire. Nous pousser entre les mains d'Alassane Ouattara et de Macky Sall. À l'époque, c'était Macky, il n'est plus là. C'est Diomaye et Sonko aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons fait à la Guinée? Et c'est la même Guinée qui a demandé, s'il vous plaît, à la France d'envoyer des soldats pour sécuriser sa frontière avec le Mali. Le Sénégal a demandé la même chose. Ça c'est eux. Je ne peux pas les condamner. Mais au moins, ça nous permet d'avoir une idée. Ça nous donne une lecture très nette. Dans Doumbia, aujourd'hui, quand un navire arrive au port de Conakry, si le navire est taxé au port d'Abidjan à 1000 francs, Doumbia, si le navire est taxé à 1000 francs, par rapport, si c'est un navire du Mali, d'accord? Puisque nous n'avons pas de façade maritime. Alors, on a un navire qui arrive à Abidjan, le navire est taxé au port d'Abidjan à 1000 francs. Et Doumbia, on lui a demandé de taxer le même navire à 5000 francs pour le Mali. La Côte d'Ivoire taxe à 1000 francs pour le Mali. Le Sénégal taxe peut-être à 1500 ou 700 francs pour le Mali, mais la Guinée taxe à 5000 francs. Quel est l'objectif recherché? Pourquoi Doumbia nous fait ça? Ce n'est pas moi qui le dis. Assimi Goïta l'a dit devant le monde entier. C'est peut-être, quand Assimi Goïta a parlé de terrorisme économique, c'est ça qui a énervé Doumbia Mamadi. Peut-être c'est ce qui explique la prise d'armes contre l'AES par le premier ministre de la Guinée à la 79e session des Nations Unies. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Le président Assimi Goïta n'a fait que révéler la vérité à la face du monde, ce que la Guinée nous fait. Et le président Assimi Goïta sait que ce n'est pas le fait de la Guinée en tant qu'État, mais la Guinée, comme la CEDEAO, est manipulée. Et vous vous rappelez encore, la même Guinée est sortie encore pour dire, nous, on ne va pas quelque part, on reste dans la CEDEAO, notre place est dans la CEDEAO. Vous vous rappelez que c'est cette même Guinée qui avait dit qu'elle était prête à claquer la porte de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, nous savons qui est la Guinée. Mais ce qui est intéressant, aujourd'hui, je vous avais brossé cela la dernière fois aussi. Le plus grand pays au monde a relevé tous les défis pour réaliser des projets, c'est la Chine. Même les Américains sont des bébés à côté des Chinois. Donnez un projet à la Chine, quelle que soit l'hostilité de la nature, la Chine va réaliser ce projet-là. Ben Salman en sait quelque chose, le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Il a demandé aux Américains de réaliser un projet pour lui. Les Américains, non seulement le coût était exorbitant, mais ils ont dit qu'ils ne peuvent même pas. Les Chinois ont regardé et dit c'est un petit jeu pour eux. Ils ont accepté. Les Chinois font moins cher que les Américains et ils réalisent le projet. Alors, quand vous regardez ces pays-là, nous taxer aujourd'hui par rapport à leur port. Mais est-ce que cela veut dire que nous n'allons pas, nous, réussir à avoir notre port? Il suffit tout simplement que les 3 pays demandent à la Chine d'ouvrir un canal. Le canal de Suez, le canal de l'Égypte. Vous croyez qui a réalisé ça? L'Afghanistan, je crois, c'est l'Afghanistan. L'Afghanistan ou le Pakistan. Ils sont en train de faire un travail titanesque dans le Sahel et ce sont les Chinois qui sont en train de piloter ça. Les Chinois, ils ont demandé à ce que est-ce que les Chinois peuvent amener l'eau dans il y a une partie du Sahel. Est-ce que les Chinois peuvent amener l'eau là-bas? Comme un lac ou quelque chose artificiel. Les Chinois disent, mais ça c'est petit. On peut faire plus que ça. Ils disent quoi? Ils disent on peut faire plus. Mais moi, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. Rentrez sur Google, je fais pas de promo, et puis allez voir ce qu'ils sont en train de réaliser dans ce pays-là. Il suffit que les 3 pays s'entendent avec la Chine. Pourquoi j'ai choisi la Chine? Parce que la Chine est le seul pays qui réalise des prouesses dans le monde, dans le domaine du BTP. Dans le domaine du BTP, il n'y a pas un pays qui bat la Chine. Les Américains sont des bébés à côté de la Chine. Les Chinois ont de ces machines, mais
Tout récemment, quand le président Goïta est parti, ils ont fait visiter certaines usines au président Goïta. Ouvrir un canal sur le fleuve Niger pour que les navires, les petits et moyens bateaux puissent accoster au Mali. C'est-à-dire, à partir de la mer, les bateaux viennent et puis ils rentrent au Mali. Mais le Mali, les trois pays tombent d'accord pour que le Mali soit la façade maritime pour les trois pays. C'est terminé. Les Chinois vont réaliser ça tout de suite pour nous. Ils vont ouvrir un canal tout de suite. Les bateaux vont entrer, c'est terminé. On n'a pas besoin de la merde d'aller. Parce que le Togo, là, c'est éphémère. Le Maroc, c'est éphémère. Parce que les dirigeants qui sont là aujourd'hui, on peut être d'accord avec ces dirigeants. D'accord? Et si demain, ces pays-là changent de dirigeant, on fait comment? Si demain, ces pays-là ont autre dirigeant, on fait comment? Bonsoir à toi, je crois, c'est quoi? C'est Chine? Ok, Chine, comment tu vas? Alors, imagine, je parlais tout à l'heure à cette dame-là, du Gabon. J'ai dit, mais tu sais, Faure Gnassingbé, Faure Gnassingbé, les Togolais, est-ce que vous êtes là? Si les Togolais sont là, sur TikTok, sur toutes mes pages, tous mes comptes Facebook, YouTube, si vous êtes là, les Togolais, sautez le drapeau du Togo. Faure Gnassingbé s'est inspiré de deux situations. Il s'est inspiré Faure Gnassingbé s'est inspiré de la technique de Poutine pour se maintenir au pouvoir. Mais il sait que la technique de Poutine en Afrique, au Togo, va poser un problème. Donc, les Togolais, d'accord, merci. Qu'est-ce que Faure Gnassingbé fait? Faure Gnassingbé décide de laisser la technique Poutine et puis il prend la technique Erdogan. Keïta, faut bien nous expliquer. Nous, les Togolais, là, il faut que tu nous expliques, parce que chez nous, là-bas, là, on dirait que les gens, ils ont les télévisions, mais on dirait qu'ils sont bêtes, ils comprennent pas grand chose. D'accord, je vais vous expliquer. La méthode Erdogan, c'est quoi? Erdogan, il était Premier ministre. Et le mandat de Premier ministre, en Turquie, comme dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle démocratie, les mandats de Premier ministre, il n'y a pas de limite. Le Premier ministre, vous pouvez faire 50 ans au pouvoir en tant que Premier ministre. Dans n'importe quel pays au monde. Il n'y a pas de limitation du mandat là-bas. Vous avez vu Margaret Thatcher, elle a fait combien d'années? Vous avez vu Angela Merkel. Donc, en tant que Premier ministre, il n'y a pas de limitation. Mais le président, il y a limitation. Donc, Faure Gnassingbé, après avoir jonglé le peuple togolais avec la méthode de Poutine, sans aller en profondeur, il regarde, wow, qui dit Erdogan vient de frapper un grand coup. Erdogan fait quoi? Erdogan sort, parce qu'il est fatigué maintenant, il sort de la primature, il change la constitution pendant qu'il est chose, il change la constitution et il ramène tous les pouvoirs au président. Évidemment. Combien de temps il va rester au pouvoir, je sais pas trop. Mais maintenant, qu'est-ce que l'autre il fait? Faure Gnassingbé, il fait quoi? Il dit, désormais, il faut que ce soit un pouvoir législatif. Alors, comme les Togolais crient, limitation de pouvoir, limitation de mandat, il dit, d'accord, on va vous donner votre limitation de mandat. Maintenant, il ramène tous les pouvoirs du président entre les mains du Premier ministre. Donc, désormais, lui, comme il a fini la présidence, il est fatigué, désormais, c'est le Premier ministre qui devient le super pouvoir au Togo. Même le président, il a dépouillé la présidence de tous les attributs. Maintenant, ce n'est que à titre honorifique. Vous êtes présent au Togo, c'est juste honorifique. Vous n'avez réellement aucun pouvoir. C'est à titre honorifique et c'est le Premier ministre qui a tous les pouvoirs au Togo désormais. Et le nombre de là-bas, il n'y a pas de limitation de mandat. C'est-à-dire, il peut mourir au pouvoir. Faure Gnassingbé. Il peut mourir au pouvoir, il n'y a plus de limitation de mandat. C'est ça qui est dangereux. Alors, comme il a fait ça
Parce qu'il n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Donc, Premier ministre, il a tous les pouvoirs. Le président, et regardez le président d'Israël. Regardez Benjamin Netanyahu, le voyou Premier ministre. Vous voyez que c'est lui le véritable pouvoir en Israël. Mais pourtant, il y a un président là-bas. Regardez en Italie. En Italie, il y a un président. Mais regardez la petite fille là qui a bouche, c'est elle le véritable pouvoir en Italie. Regardez en Angleterre. Le roi est là. Mais le véritable pouvoir, c'est qui? C'est le nouveau Premier ministre, là, c'est lui. Donc, c'est la même chose. Il a changé. Parce que tant que tu es Premier ministre, tu as tous les pouvoirs. Tu quittes pas, tu es là. Mais c'est qu'il faut oublier une chose parce que Ford veut s'amuser avec nous. Ford veut nous manipuler. Et il y a des choses qui sont en train de se retourner contre Ford lui-même. Pourquoi je dis ça? Ford Yassimé, il veut jouer un double jeu avec l'AES. Il veut nous faire croire qu'il est avec nous. Ford Yassimé n'est pas avec nous, on n'est pas dupe. Ford Yassimé a besoin de nous pour assurer sa survie politique. Ford Yassimé, je le répète, il a besoin de l'AES pour assurer sa survie politique. Tant qu'il compose avec nous, on le voit comme panafricain, on le voit comme un partenaire, on le voit comme un allié, et nos produits passent par le port de Togo. C'est le Togo qui gagne. Vous croyez que l'argent que Ford gagne aujourd'hui, là, Alassane Ouattara, il regrette toute sa vie. Chaque jour quand il s'assoit sur Alassane Ouattara se mord le doigt. Parce que les 1000 milliards que le Mali donnait à la Côte d'Ivoire, désormais c'est divisé au moins par 3 ou 4. Le reste va où? Les petites entreprises, les PME, Côte d'Ivoire, petites et moyennes entreprises, qui ont été créées pour approvisionner le Mali, le Burkina, le Niger. Aujourd'hui, ces entreprises-là sont en train de licencier et fermer boutique. Parce qu'on ne travaille plus avec eux, on a trouvé autre moyen pour nous approvisionner. Le port d'Abidjan n'est plus rentable comme si nous, on y était. C'est ce que la dame docteur a dit, Keïta, je comprends pas pourquoi ils sont bêtes comme ça, les présidents. Comment tu peux toi-même prendre le couteau et puis te transpercer la gorge toi-même? Mais c'est pas ce que les Ouattara là ont fait. J'ai dit oui, c'est ce qu'ils ont fait, mais ils vont payer. On fait pas ça. On fait pas ça. Alors, ça c'est un autre... Attendez, bâtard là, c'est pas malien, j'ai parlé. C'est ton idiot de langue là que j'ai parlé, maudit que tu sois. Attendez, imbécile, bâtard, tu vas même de parler malien ici? Maudit, idiot, c'est toi qui paies mes unités? C'est toi qui paies mes unités? Mal élevé, Baba Yacoub, Baba quoi la même là? Yébédi. Attendez, je vais enlever ce bâtard là pour en continuer. C'est toi qui paie pour moi ici? Sauvage. Je t'ai appelé? Maudit que tu sois là. Je t'ai appelé? Non, monsieur. Si tu veux que je parle, je vais parler maintenant. Imbécile. Alors, donc, quand vous regardez, on va revenir rapidement là. Permettez-moi, il y a un imbécile là que je dois enlever. Alors, maintenant nous revenons. Quand vous bloquez, quand vous faites ça, vous attaquez le port d'Abidjan. Donne-moi une seconde. Attendez, hein. Il y a un idiot qui est là, je vais le supprimer. Les commentaires sont en train de défiler. Alors, quand vous regardez ça, aujourd'hui Ouattara regrette. Mais qu'est-ce que Ouattara peut faire? Ouattara regrette. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pas grand-chose. Alors, je vais vous amener à suivre ceci. Je vous en prie. Permettez-moi de... Ça, c'est d'abord je vous ai fait écouter ceci. On va continuer. On va continuer d'écouter l'élément.
de nouvelles pratiques, mais aussi de nouveaux mécanismes d'échange, de travail et de solidarité. C'est pourquoi il serait souhaitable que cette première rencontre soit l'occasion pour les acteurs du secteur privé des pays de... Bâtard là, Baba Koulibaly, c'est toi qui payes mes trucs ici, tu me dis d'échanger, idiot. Je t'appelais ici. Fils de pute là, tu fais quoi ici? Imbécile, je t'ai invité. Idiot que tu sois. Tu crois que j'ai besoin de toi pour faire mon direct? Idiot. La Confédération d'échanger et de dégager des pistes de solutions à leurs différentes préoccupations. Le présent cadre d'échange a permis aux techniciens des trois pays, en prélude à la présente réunion ministérielle, d'approfondir la réflexion en vue de l'opérationnalisation des instructions de la conférence des chefs d'État relatives aux actions et propositions concrètes émanant des départements en charge de l'industrie du commerce et du secteur privé dans la perspective de la mise en place d'un cadre. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est quoi? Ce qui est intéressant ici, voilà maintenant que l'AES dit. C'est pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie a été invitée. Je dis, mais la Chambre de commerce et d'industrie a été invitée. Les opérateurs économiques, les investisseurs, les industriels, au Mali, il y en a. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez par exemple l'usine M3 à Ségou, d'accord, de Keita Modibo, c'est pas seulement M3, vous avez aussi CAI. CAI qui, c'est un complexe agro-industriel où on produit la pomme de terre. Maintenant, alors, je continue avec l'usine M3. M3, par exemple, les pâtes alimentaires de toutes les qualités, ce qu'on appelle les produits Duba. Vous avez pasta Duba, vous avez pasta Rennes, et puis vous avez le troisième produit. En plus de ça, l'usine M3 produit plein, et surtout le sucre aussi. Il travaille aussi dans le domaine du sucre. Alors, il y a beaucoup de produits. C'est un exemple que je donne. Est-ce que désormais, le Mali, au sein de l'AES, M3 n'a qu'à augmenter sa capacité de production des pâtes alimentaires. D'accord? Parce que les produits M3 sont certifiés ISO 9001. En d'autres termes, les produits M3 peuvent être vendus dans l'ensemble des trois pays qui constituent l'AES. C'est un seul élément que je prends. Hein. Quand vous prenez, c'est un seul élément. Alors, quand vous regardez cette M3, par exemple, qui peut vendre au Mali, qui peut vendre au Burkina, qui peut vendre au Niger, les barrières douanières, il faut enlever les taxes, il faut faire pour permettre la libre circulation. Alors, dans ces conditions, les industries qui sont créées en Côte d'Ivoire pour fournir au Mali, au Niger, au Burkina, des pâtes alimentaires ou des pâtes alimentaires qu'on importe soit de l'Italie, soit de la Turquie. Mais vous voyez que nous n'aurons plus besoin de ça. Les pommes de terre qui viennent par exemple du Maroc. On dit non, attention, Maroc il faut attendre parce que nous avons des compagnies à l'intérieur de l'AES et quand vous prenez, je vous en prie, quand vous prenez CAI, le complexe agro-industriel tel que je l'ai vu, tel que je vois sa production, peut couvrir l'ensemble des besoins en termes de consommation de la pomme de terre des trois pays. J'ai dit, mais CAI peut couvrir l'ensemble des besoins. Alors, donc ici, ce qui se passe, comme l'a dit le général Tiani, l'AES veut promouvoir les industries locales, c'est-à-dire les entreprises à l'intérieur des trois pays. M3, avec les pâtes alimentaires, CAI, la pomme de terre, le riz est là, le sucre est là. Je dis pas comment on appelle ça, les pâtes de tomates, avec ce que vous avez, les épices et autres, là, le piment, patati, parfait, tout ça. On n'a qu'à donner à nos entreprises l'assurance que les investissements qui seront faits pour augmenter la production, il y aura rentabilité. C'est tout. Parce que pourquoi je parle de ça? C'est important, c'est fondamental.
C'est sur ça que le prochain président des États-Unis sera choisi. Comment booster l'industrie interne, la consommation interne, l'économie nationale. Si vous êtes président et vous ne maîtrisez pas ça, démissionnez parce que vous n'apporterez rien de bon à votre pays. Et ici, le Burkina, il y a des industries, parce que la concurrence interne va pousser et à l'amélioration de la qualité, le prix, mais qui gagne? C'est la population qui gagne. En quoi? En qualité et en prix. Déjà au Mali, avec l'usine de Seydou Keïta, l'ancien capitaine des Aigles. Et l'huile qu'il produit, c'est à base de quoi? À base de quoi? À base de, comment on appelle ça, du coton. Ce n'est pas, lui il produit l'huile à partir du coton, le savon sera produit à partir du coton. C'est pas ça? La pommade sera produite à partir du coton. L'huile végétale, c'est-à-dire l'huile de table, sera produite à partir du coton. Mais à ce moment-là, est-ce que l'usine de Seydou Keïta, l'usine de Modibo Keïta, puis curieusement, ils sont tous Keïta, Seydou Keïta, Modibo Keïta. Alors, quand vous prenez ces entreprises-là par rapport à la consommation, pour le moment, c'est la consommation locale, nationale au Mali. Mais au Burkina, au Niger, non, on regarde. C'est pourquoi il y aura la création d'une chambre commune, une chambre d'industrie et de commerce commune aux trois pays. Comme on l'a fait, comme on appelle, on a créé un centre d'opération intégré pour les militaires. Il y a un centre intégré, ce qui permet la coordination des actions contre les terroristes dans le Sahel. On aura aussi une chambre d'industrie et de commerce intégrée aux trois pays. On sera, par exemple, au Burkina, on n'a pas, par exemple, c'est un exemple que je donne, je dis pas que c'est le cas, c'est un exemple. On dira, par exemple, au Burkina, on n'a pas, par exemple, des industries pour faire telle ou telle chose, voilà, pourquoi on produit. Et vous, quand vous écoutez Ibrahim, vous voyez, il dit désormais, il faut qu'on regarde d'abord au niveau national. Si vous voulez importer quelque chose, est-ce qu'au Burkina, on produit la même chose? Si oui, vous prenez au Burkina, le reste, vous pouvez l'importer. Et là encore, c'est pas évident que vous importiez, puisque si on peut compenser avec les producteurs du Mali ou du Niger, on n'a plus besoin d'aller ailleurs. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, ça devient intéressant. Parce que la Côte d'Ivoire verra ses investissements être plombés. Parce que si nous devons favoriser les investissements nationaux, c'est-à-dire au niveau local, les Ivoiriens, à combien vont nous vendre le bidon d'huile de 20 litres? Combien vont nous vendre? L'huile Sania, l'huile Dinor que vous connaissez, à combien vont nous vendre ça? À combien vont nous vendre ça? À combien? Si Seydou nous vend 20 litres à 15 000, c'est un exemple. Seydou dit, je vends les 20 litres à 15 000. Et puis en Côte d'Ivoire, on dit, quand vous comptez les frais de prix d'achat, transport, coûts douaniers, tout, on vous dit 19 000 ou 20 000. Mais attendez, qui va laisser 15 000 de grande qualité pour acheter 20 000? Qui va faire ça? On va acheter d'abord pour Seydou. On va acheter d'abord pour Seydou. Si on finit avec Seydou, alors on va regarder du côté de la Côte d'Ivoire. Et là même, pour regarder du côté de la Côte d'Ivoire, on va regarder d'abord du côté de Niamey, c'est-à-dire du côté de Niger. Est-ce qu'il y a la production locale de l'huile? Ah oui, il y en a. D'accord. On prend avec le Niger. Ou bien on regarde au niveau du Burkina, et puis on regarde, on dit, d'accord, on prend du côté du Burkina. Et c'est pourquoi ça devient fondamental pour nous, ça devient important pour nous, nos entreprises, et c'est cette rencontre-là qui est en train de se passer aujourd'hui. Au renforcement de la coopération économique dans l'AES. L'objectif ultime de la présente rencontre de Bamako est de contribuer à la création d'un cadre de concertation entre les secteurs privés de trois pays en vue de la création de la Fédération des organisations patronales et professionnelles de l'AES. Avec engagement, détermination, volonté et foi, le président de la direction
du Mali, chef de l'État, son Excellence, le général Carmé Assimi Goïta, le président du FASO, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Abdelrahman Tchani, ont engagé nos pays dans un processus irréversible d'intégration militaire, diplomatique, économique, sociale et culturelle. Nous, ministres en charge de l'industrie et du commerce, ambitionnons de faire de l'espace AES un centre d'intérêt économique pour la réalisation d'objectifs de développement pour le bien-être de nos populations. La rencontre de Bamako permettra, sur la base des travaux des experts, d'examiner et d'adopter une déclaration type de Bamako, portant sur le développement industriel et la compétitivité du secteur privé dans la Confédération, l'amélioration du climat des affaires et de l'attractivité des investissements étrangers directs dans l'AIE. Alors, merci, je lisais tout à l'heure Mamadou Diawara, le pédagogue, tes détracteurs se fatiguent, personne ne peut changer le destin. Un homme, vous, le baobab, encore merci M. Keïta, merci à toi Mamadou Diawara, merci, c'est intéressant, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut retenir, je vais revenir rapidement ici, ce qu'il faut retenir. Permettez-moi d'abord, je vais rentrer ici, il y a des idiots qui doivent dégager de notre direct. On va les enlever pendant qu'on parle. Alors, ici, ça c'était au niveau de l'AES. Mais cela ne veut pas dire que l'AES sera fermé aux investisseurs étrangers. C'est-à-dire des opérateurs économiques turcs, iraniens, russes ou chinois. Mais là, vous allez comprendre tout de suite que nos chefs d'État vont faire un choix stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où nous allons avoir besoin des opérateurs économiques iraniens, turcs ou chinois, ce sera dans le domaine où des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés peut-être n'opèrent pas. D'accord? Quand nous prenons, on va prendre quel exemple rapidement? Quel exemple? Des domaines dans lesquels ni Maliens, ni Burkinabés, ni Nigériens, nous n'opérons. Dans ce cas-là, on peut demander à ces investisseurs-là, il y a des domaines, il y a des secteurs privés, parce qu'il faut préserver les investissements locaux. On ne peut pas ouvrir la porte. C'est pourquoi je dis, le choix ici, c'est ce qui est intéressant ici. Permettez-moi une seconde, je vais remonter un peu mon micro. Ce qui est intéressant ici, je le répète, il a dit tout à l'heure, il y aura une synergie d'action. Cette synergie d'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un recensement au niveau des activités industrielles du Burkina Faso pour voir dans quel domaine les Burkinabés se sont réellement engagés. Le Niger, c'est la même chose, le Mali, c'est la même chose. Et c'est au regard de ce que le Burkina peut apporter à l'AES, au regard de ce que le Niger peut apporter, le Mali peut apporter, que maintenant on se rendra compte que bon, voilà nos lacunes, voilà nos faiblesses. Dans tel ou tel domaine, on n'a pas réellement d'investissements nationaux ou locaux. Donc à ce niveau-là, on peut demander à des investissements étrangers. Bon, toujours est-il que mieux vous choisir ces partenaires, parce que demain, si vous n'êtes pas d'accord sur un principe, il faudrait pas que le partenaire se lève comme on a vu avec certaines banques en Côte d'Ivoire, comme on a vu avec certaines entreprises en Russie, non, on s'en va. Donc, on tient compte de tous ces paramètres-là lorsqu'on demande à des gens de venir investir. C'est pourquoi les Européens, pour le moment, ils nous observent. Ils ne viendront pas. Faites-moi confiance. Ils ne viendront pas. Je vous mets au défi, observez-les. Ils viendront pas. Mais c'est quand ils vont commencer à comprendre ou à observer un engouement, un intérêt, que tous ceux qui vont commencer à venir.
Mais comme nous ne sommes plus aux époques où c'est eux qui décident, nous ferons toujours la place à ceux qui nous ont soutenus pendant les périodes les plus difficiles, les plus délicates. Un Français ou un Allemand ou un Anglais ou un Américain, ils veulent investir. Vous croyez que face à un Turc, à un Iranien, à un Chinois, à un Russe, vous croyez que le choix est fait? Pardon, le choix sera difficile? Non. C'est la Russie qui nous a soutenus dans les moments difficiles. La Chine, la Turquie, l'Iran. Alors, vous croyez qu'on va fermer la porte à ceux-là pour faire plaisir aux Américains ou aux Européens? On ne le fera pas. On ne le fera pas. Non. C'est ceux qui nous ont soutenus pendant les moments difficiles pour que nous soyons stabilisés. Ceux qui nous ont accompagnés dans cette lutte qu'on nous a imposée contre le terrorisme, c'est à eux d'abord que nous allons tendre la main. Non pas aux Américains, non pas aux autres. Nous le disons de façon claire et nette pour que le monde entende. Nos présidents, ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Les gens n'ont pas fait attention. Quand ils parlent, les gens n'écoutent pas. Ils ont été clairs, ils l'ont dit. On sera toujours reconnaissant envers ceux qui nous ont soutenus. Le ministre Sadio Kamara l'a dit en Chine. La Chine nous a soutenus quand on nous a tourné le dos. La Russie nous a soutenus quand on nous a tourné le dos. Alors vous croyez réellement qu'on doit fermer la porte aux entreprises chinoises et russes parce que ça ne plaît pas à Washington ou à Paris? Alors que c'est eux là qui nous ont soutenus contre Washington et Paris. Vous croyez que le choix sera difficile? Non, le choix sera très facile. Ils nous disent que les Chinois sont comme ça, ils sont comme ça. On traite la Chine de tout. Mais aujourd'hui, là, qui a rendu la Chine riche? Qui a fait de la Chine cette puissance économique? Mais c'est l'Union européenne. C'est les Américains. J'expliquais à cet ami-là, parce qu'on a duré au téléphone aujourd'hui, je lui disais, il y a une émission à laquelle j'ai assisté, Donald Trump n'était pas encore candidat, il n'avait même pas pensé être candidat un jour. Il allait, et puis on lui dit, pourquoi tu travailles avec les Chinois? Il dit, montrez-moi une seule maison aux États-Unis où il n'y a pas un article chinois à l'intérieur. Il dit à l'animateur, il dit, viens ici avec ta cravate. L'animateur est venu avec sa cravate. Il dit, retourne ta cravate. Et puis on monte la cravate à la caméra. On voit, c'est écrit Made in China. Il dit, tu as vu mon ami? Il dit, apportez-moi les verres que vous utilisez. On apporte les verres Made in China. Apportez-moi la cuillère Made in China. Il dit, alors, pourquoi tu veux m'accuser, moi, Donald Trump? Moi, je suis un homme d'affaires. Je profite des situations. Il dit, regarde ma cravate. La cravate que Donald Trump portait lui-même, Made in China. Alors, il dit, pourquoi vous... Alors, eux, là, ils ont travaillé avec eux. Pourquoi maintenant, nous, on veut travailler avec eux? On présente les Chinois comme les démons. Ils respectent pas, comment on appelle ça, l'environnement. Ils font ceci, ils font cela. Parce qu'il y a des petits bâtards appelés journalistes qui ont un narratif. Alors, nous, on n'a pas droit aux faveurs qu'ils ont eues avec les Chinois. Donc, il faut pas les accepter. Mais I can't believe it. Why you gotta do that? Pourquoi vous faites ça? Merci beaucoup. Attendez, comment on appelle? Marthe, tu es unique, sois bénie, ta foi divine. Merci beaucoup, ma chérie, du côté des États-Unis. Merci beaucoup. Alors, pourquoi quand c'est l'AES, les Chinois sont des diables? Mais pourquoi ils vont pas dire ça à l'Arabie Saoudite? Parce que la Chine est en train de construire une ville sortie de terre, dans le désert, en Arabie Saoudite. Pourquoi ils vont pas dire ça au prince Ben Salman? Pourquoi ils vont pas dire ça aux Pakistanais, aux Afghans? La Chine est en train de réaliser des prouesses là-bas. Il n'y a pas de pays dans le monde où les BTP sont confrontés aux vicissitudes de la nature que la Chine n'a pas apporté son expertise pour réaliser ces projets-là. Il n'y a pas. Alors, pourquoi c'est nous, on ne veut pas? On va travailler avec la Chine pian. Amour le pian. Tant qu'ils feront notre affaire, on n'a pas de problème. C'est eux qui vous ont rendu riches. Aujourd'hui, vous ont rendu riches. Vous êtes d'accord, voiture électrique.
Les Chinois font voiture électrique. Vous dites, ah, on n'est pas d'accord, le gouvernement chinois sponsorise. Mais you know what? Ça, c'est fucking bullshit. Excusez-moi l'expression, c'est ridiculous. It doesn't make any sense. Je vais vous expliquer un peu comment l'économie chinoise fonctionne. Alassane Ouattara, il a PhD, mais il peut pas vous expliquer ce que je vais vous expliquer avec son PhD. Il peut pas. C'est le babouab de Dieu qui est assis là, qui vous parle. Il y a pas, moi je n'ai pas de livre, hein. Je suis une bibliothèque, est-ce que j'ai besoin d'un livre? Alors, je vous explique comment les Chinois, surtout avec Xi Jinping, comment les Chinois sont devenus forts, puissants, en un temps record. Le communisme en Chine n'est pas réellement le communisme. Mais, on dit le parti, c'est un parti d'État. Le communisme, il n'y a pas de parti là-bas, c'est un seul parti. Le communisme, le marxisme, à l'époque de, pas Poutine, hein, avant Poutine et avant Xi Jinping, la Chine travaillait un peu encore comme un peu le communisme. Mais Xi Jinping est un véritable capitaliste. Alors comment il a appliqué le système capitaliste au communisme chinois pour faire de la Chine ce que la Chine est? C'est la même chose que Erdogan fait, c'est la même chose que Poutine fait, c'est la même chose que l'Iran fait, c'est la même chose que l'Arabie Saoudite fait, enfin tous les pays du Golfe là, hein, la monarchie du Golfe, et tout c'est le même système. Mais les Chinois ont poussé beaucoup plus loin. Que se passe avec la Chine? La Chine dit, c'est le gouvernement lui-même qui devient investisseur, opérateur économique. Écoutez très bien ce que je vous dis. Parce que quand les gens attaquent la Chine, ils ne disent pas pourquoi ils attaquent la Chine. Parce que quand vous attaquez la Chine, le gouvernement sponsorise, le gouvernement, mais vous ne dites pas la vérité. Le gouvernement ne sponsorise pas. Le gouvernement est propriétaire des entreprises en Chine, à l'exception de certaines entreprises telles que Huawei, telles que Tecno, telles que Xfinity. Enfin, il y a certaines, mais il y a des domaines où le gouvernement est propriétaire, surtout dans le commerce. Bon, les véhicules BYD, par exemple, le gouvernement chinois est actionnaire dedans. Huawei, le gouvernement chinois est actionnaire dedans. Quand on nous dit le gouvernement chinois, comment on appelle, fait des abattements fiscaux, c'est faux. On vous explique mal. Je mets n'importe quel économiste qui vient nous prouver que ce que je dis est faux. C'est le gouvernement chinois lui-même qui finance, qui est propriétaire, qui est actionnaire majoritaire, à l'exception de certaines entreprises telles que Huawei, où le gouvernement est minoritaire. Mais dans beaucoup, le gouvernement est actionnaire lui-même. Mais dites-moi, vous avez choisi votre système capitaliste. Vous dites, il faut que ce soit le secteur privé qui joue. La Chine dit, non, moi je comprends pas ça comme ça. Moi, je veux que le secteur public soit public-privé, c'est-à-dire le gouvernement lui-même il est impliqué dedans. Donc la plupart des voitures électriques de la Chine, c'est le gouvernement qui est majoritaire. Alors vous voulez que le gouvernement se taxe lui-même. Donc ils disent non, on va pas se taxer nous-mêmes. On va vendre nos véhicules. Et les Européens se plaignent. Ils disent, les véhicules chinois sont les meilleurs véhicules, la qualité, l'esthétique, le luxe, la qualité. Mais c'est moins cher que leurs véhicules, n'importe quoi qu'ils vendent. Et ils sont pas d'accord. Donc, si le gouvernement chinois continue de concéder des abattements fiscaux, eux, ils vont taxer ces véhicules à 100% pour éviter en fait qu'ils arrivent à les vendre. D'abord, ils ont essayé cela avec la Russie, ça a échoué. Alors, pourquoi les gens sont idiots, ils n'apprennent pas de leurs erreurs? L'Europe,
Ils veulent faire croire que la Chine a forcément besoin de l'Europe. Oui, mais la même Europe a forcément besoin de la Chine pour écouler ses produits. Les vins, les champagnes, la boisson, comment on appelle ça, les fruits, que la Chine est un milliard 200, 1,5 milliard. La Chine, elle seule. Si vous fermez le marché européen à la Chine ferme son marché à l'Europe. Et la Chine va chercher d'autres débouchés. C'est pourquoi ils ont commencé à faire ce qu'on appelle la route de la soie jusqu'en Afrique. Et la Chine participe aujourd'hui. L'Ouganda est un exemple. Vous pouvez aller vérifier les voitures. La Chine a contribué à mettre une technologie au service de l'Ouganda pour construire des véhicules exclusivement électriques, même les bus. Pourquoi l'Ouganda aujourd'hui, je peux dire, bon, après peut-être le Nigeria, après l'Afrique du Sud, le Maghreb, et puis un certain nombre de pays, je crois que l'Ouganda, avec le Rwanda, ils sont beaucoup avancés parce que les Chinois sont beaucoup présents dans ces pays, en Afrique de l'Est. Les Chinois sont présents. Tous les barrages. Ils ont réalisé un barrage de 600 mégawatts en Ouganda pour soutenir le tissu industriel. Moi, je vous ai dit que si vous n'avez pas l'énergie bon marché, votre tissu industriel est zéro. Mais aujourd'hui, les usines sont en train de pousser comme des champions en Ouganda. Parce que ils ont réalisé, et ce projet-là, l'Ouganda a dit quoi? L'Ouganda dit, vous construisez, on tombe d'accord. Mais nous, on va pas enlever l'argent, vous-même vous financez. Donc, le financement est venu d'une banque chinoise. Une entreprise chinoise a été choisie. Et c'est l'entreprise chinoise qui a construit ce barrage-là. L'un des plus grands barrages de toute l'Afrique. C'est pas le plus grand, mais je crois qu'il doit être parmi les 2 ou 3 barrages les plus importants en Afrique. C'est les Chinois qui ont construit. Le financement est chinois, l'expertise est chinoise. Ils sont tombés d'accord. Comme je vous l'ai dit, ça dit que les Chinois sont pas trop gourmands. Ils peuvent dire dans 5 ans, 10 ans, le barrage vous revient totalement. Mais même avec ça, le coût de l'énergie doit être bas. Donc la Chine construit, la Chine apporte le financement, la Chine construit, l'Ouganda n'apporte même pas un centime, un kobo. Le barrage est fini aujourd'hui, il est opérationnel. 600 mégawatts. Et il ne peut même pas utiliser tout ça. Donc les industries sont en train de pousser partout. Ça devient moins cher. Donc tu peux même pas quitter avec une voiture à l'extérieur pour aller voir dans l'Ouganda. Parce que là-bas, ils vont te battre sur le terrain. Mais c'est de ça qu'il est question. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. C'est ça que les Occidentaux ne veulent pas. Que nous ayons notre technologie à nous. Alors, c'est ce que Assimi Goïta est en train de faire. Assimi Goïta dit, transfert de technologie, c'est la priorité. Donc, transfert de technologie, l'Occident s'oppose. Est-ce que l'AES est un mythe ou une réalité? À vous de tirer les conclusions de ce que je viens de vous dire. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits vérifiables. Ce sont des faits palpables. Ce sont des faits visibles. Est-ce que on est dans un mirage ou on est dans une réalité? On est dans une réalité. Nous avons dit transfert de technologie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça le transfert de technologie. Et le président Museveni, il a réussi. Il n'a pas besoin. C'est pourquoi il parle mal aux Européens. Il dit celui qui est garçon n'a qu'à venir faire homosexualité. Il attend en tournant. Museveni a insulté Biden. Il a dit, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de la Banque mondiale. Je n'ai pas besoin du FMI. Mais, après mon direct est rentré dans Google et puis aller regarder l'Ouganda. Comment ce pays est un joyau en Afrique. Mais il a fait la rébellion, comme Kagame. Il a fait la rébellion. Et puis s'est imposé. Nous, on n'a pas fait rébellion. Nos présidents sont venus. Et puis on dit, ah, pourquoi ils sont là? Et puis les gens veulent s'opposer. Pourquoi ils sont là? Alors, pourquoi ils ne doivent pas être là? Ils veulent s'opposer à Assimi Goïta. Ils disent,
Pourquoi Assimi Goïta est président? C'est là Laurent Gbagbo dit, mais vous êtes bêtes, hein? Ceux-là, ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire en Afrique. C'est cette réalité qui est là. C'est avec ça que nous vivons, c'est avec ça que nous marchons, et c'est là. L'AES, maintenant, l'AES est parti sur une première base. L'AES était d'abord la défense. Quand on a consolidé la défense, et puis il y a eu quoi? Deuxième étape, c'était quoi? La diplomatie. On est en train de consolider la diplomatie. La troisième étape, c'est quoi? C'est l'économie, le commerce, l'industrie, l'investissement. Donc je pense que quand vous allez de façon méthodique, comme le fait l'AES, vous ne pouvez que réussir. C'est méthodique parce que ce sont des militaires. Ils ne sont pas pressés parce que ce sont des stratèges militaires. Ils ont tous fait les forces spéciales, tous les trois. Ils ne sont pas politiciens, mais ils maîtrisent la politique mieux que les politiciens. Ils comprennent les enjeux mieux que les politiciens. Et d'ailleurs, c'est dangereux pour nos États même d'avoir des politiciens. Regardez, Paul Kagame n'est pas un politicien. C'est un ancien rebelle. Regardez ce qu'il a fait du Rwanda. Un pays qui a été sur le point d'être effacé de la carte du monde. Regardez Museveni. Combien d'années de guérilla, de rébellion. Mais à peine il est arrivé, regardez comment il a changé la face de l'Ouganda. Dieu merci, nous on n'a pas fait de rébellion. Le président ne sont pas des rebelles. Il n'y a pas eu de guerre de rébellion ici. Mais ils ont compris. Et tous les deux, Museveni et Kagame ont compris que l'Occident n'est pas le partenaire fiable. Il faut d'abord construire son pays avant de se tourner vers l'Occident. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont très bien réussi. Alors pourquoi chez nous ici, on veut diaboliser des partenaires tels que la Russie et la Chine? Alors moi, je vais vous donner un petit conseil. Tout se dit et du n'importe quoi sur les réseaux. Faites beaucoup attention, je le répète une énième fois, faites beaucoup attention à ce que vous lisez sur les réseaux. Il y a des faux comptes qui ont été créés à dessein. Des faux comptes pour vous abreuver de mensonges. Des faux comptes pour divulguer des mensonges. Des faux comptes pour intoxiquer, pour manipuler. La DGSE, Dieu seul sait combien de Geneva. Je voulais dire moi aussi ce monsieur-là, Dieu est tellement fort, au moment où je vais conclure, on dit Geneva. De Bordeaux, on va ouvrir une parenthèse, vous savez qu'État aime ouvrir les parenthèses pendant ces interventions. De Bordeaux est quelqu'un qui parle beaucoup, qui insulte même nos pays, nos présidents. Mais moi, l'honnêteté qui m'habite, qui m'anime, chaque fois qu'il va s'attaquer à nos présidents, je vais le laminer proprement. Mais, l'homme de Bordeaux, l'artiste de Bordeaux, je le respecte. Il est pétri de talent. En Côte d'Ivoire, à l'exception d'Ernesto Djedje qui est mort, qui les repose en paix, Louga François qui est mort, qui les repose en paix, certains, je ne vais pas tout citer. La Chine, je vous en prie, laissez-moi tranquille, hein, je ne suis pas dans votre agenda. Alors, il y a deux hommes que je respecte avec une dame. Deux dames, pardon. Deux dames, deux hommes. Les deux hommes, c'est Frédéric Ewe-Mewe, c'est Mewe, que je respecte, qui est un véritable artiste, un créateur hors pair, et de Bordeaux que je respecte en sa qualité d'artiste. Il a la grande gueule comme nous tous. Mais reconnaissons qu'il est bon. Geneva, il est bon. De Bordeaux, Geneva, il est bon et je le respecte. Donc, félicitations à toi de Bordeaux. Que Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Parce que tu es bon dans ton art, tu es bon dans ton métier. Mais oui, est bon. Les deux dames, c'est Maman Afrique Aïcha Kone et puis José de Sérédier, la femme de Sérédier.
José. Je respecte José. Elle est bonne dans ce qu'elle fait. Elle n'est pas fake. Elle est ce qu'elle est. Elle est naturelle. Bon. Elle prend sa force physique, là, boum, mais elle a une voix vraiment qui peut faire elle a une voix qui peut déranger. Donc, je respecte vraiment, José. Merci, félicitations. Continue. Maman Africa. Et puis, de Bordeaux qui est bon dans son domaine. Donc, de Bordeaux, c'était la petite parenthèse. Félicitations pour Djeneba. Félicitations pour tout le reste. Hein, que Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Mais il faut arrêter d'avoir la grande gueule. Je sais que tu es, c'est que lui, c'est un artiste. Il joue à la guitare, il parle à la chorale. En cas de la vérité, il peut pas t'arriver à la cheville. En cas de la vérité, il est bon en tant que la chorale, là, il est champion dedans. Mais si c'est chanter, là, c'est ton petit, ça seulement, on peut pas se blaguer. De Bordeaux, c'est bon. Alors, il est, non, de Bordeaux, il est bon. Il faut reconnaître qu'il est bon. Quand il est bon, il faut dire qu'il est bon. Moi, je le respecte pour ça. Je suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de sujets. Ça, soyez certain. Mais oui, par contre, lui et moi, on est pratiquement d'accord sur tout. Et par rapport aussi que c'est un artiste que je respecte. Lui, non, il s'adapte. Et très peu d'artistes peuvent faire ça. Il s'adapte, mais oui, il est très fort. Bon, José, elle, je l'apprécie. Elle a une voix extraordinaire. Et puis son humilité. Et puis j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui dit, si tu n'aimes pas ta femme ou ta fiancée, et puis tu regardes Sérédi avec José, tu as te tuer. J'ai dit, bon, là c'est autre chose. Merci à Sérédi, merci à son épouse, et puis la vie continue. Alors, c'est fondamental pour nous. Nous, on ne peut pas accepter qu'on vienne nous le dire. Et c'est ça que nos autorités ne cessent de dire tous les jours. Vous n'avez pas besoin de nous dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Cette attitude paternaliste, il faut l'arrêter. On n'a pas besoin de ça. Nos présidents sont des adultes, ce sont des pères de famille. Comment vous allez regarder un président qui a 2, 3, 4 femmes, il a 10 enfants, c'est vous qui allez lui dire comment il doit être. Alors que vous-même là, vous vivez une relation contre nature. Ben attendez, on va où avec ça? On va où avec ça? Pour nous, c'est fondamental. L'AES, ici, je sais pas trop par rapport, parce qu'il y a des paramètres, comme je vous l'ai dit, il y a des paramètres. On va, évidemment, l'AES doit protéger les investissements nationaux. L'AES doit protéger des entreprises telles que M3, telles que CAI, telles que l'entreprise de Seydou et Keita. L'AES doit protéger les entreprises nationales, locales au Burkina, au Niger et au Mali. C'est une obligation. L'AES doit le faire pour que le tissu économique, le tissu industriel soit soutenu par des opérateurs locaux. Si c'est des opérateurs étrangers, les bénéfices qu'ils réalisent là, vous croyez que ça reste chez vous? Non. Ils vont rapatrier ça chez eux. C'est leur argent, ils vont envoyer ça chez eux. Mais si ce sont nos locaux, l'argent reste ici. L'argent va servir à créer d'autres entreprises parce que l'argent va rester là. Le Maroc, évidemment, c'est pas seulement le Maroc, hein. Je crois la Tunisie, je crois il y a certains pays qui font ça. Ils ont adopté des lois pour limiter les sorties d'argent, c'est-à-dire l'argent. Il y a beaucoup même en Éthiopie aussi ça existe, parce que j'ai une amie qui est là-bas et son mari, pour qu'ils puissent transférer ou bien
envoyer une petite somme, mais c'est toute une histoire. En Éthiopie, Addis Abeba, elle dit Keïta, tu n'as pas une idée. Pour faire sortir une petite somme, c'est toute une sorte d'acrobatie. Le Maroc, c'est la même chose, la Tunisie, c'est la même chose, l'Algérie, c'est la même chose. Mais malgré ça, quand vous regardez ces pays, est-ce que le fait de ne pas faire sortir l'argent peut aider? Bon, l'argent sort de l'Europe, hein. On a des frères, on a des parents, on a des amis qui travaillent là-bas. Ils envoient l'argent. Moi, j'étais aux États-Unis, j'envoyais autant que je voulais. Moi, je n'avais pas de limite. J'envoyais autant que je voulais. Je m'en fichais de là-bas. Bon, je sais pas trop. On m'a dit c'est les États-Unis, d'accord. Bon. Alors, chez nous, je sais pas trop quelles sont les mesures que nos autorités vont prendre, parce que pour le moment, on peut pas le faire nous avec le franc CFA, parce que le franc CFA n'est pas notre monnaie. C'est pourquoi vous verrez que la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, ils sont en train de pousser indirectement, ils sont en train de pousser nos États à sortir du franc CFA et à avoir leur propre monnaie. Ils sont en train d'inciter nos États à entrer au sein des BRICS. Vous ne pouvez pas entrer dans les BRICS. C'est pourquoi le Sénégal, ils n'ont même pas regardé le dossier du Sénégal. Ils ont pris, puis ils ont mis dans la poubelle. Parce que Macky Sall, c'est un idiot. Il allait faire la provocation. Une monnaie qui ne t'appartient pas. Une monnaie sur laquelle tu n'as aucun contrôle. Tu n'as aucune autorité. Comment tu veux prendre cette monnaie-là et puis entrer dans une organisation comme les BRICS? Donc, évidemment que on demande à nos États d'avoir notre propre monnaie. Et avec notre propre monnaie, évidemment que celui-là va ouvrir énormément de portes pour nous. Parce que pour le moment, il n'y a que 2 portes qu'on nous ouvre. 2 ou 3 portes. En plus de ce que j'appelle les aides bilatérales. 2 portes, sinon 3 au maximum. C'est quoi? La Banque mondiale, le FMI, Bretton Woods, c'est un peu tout ça aussi, le Club de Paris. Et puis, ces autres petits pays-là, qui font croire que c'est eux les maîtres du monde. Alors, si vous décidez de couper le pont avec ceux-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez sombrer? Pas du tout. Paul Kagame l'a fait. C'est maintenant que, et je ne sais même pas si Paul Kagame continue de prendre l'argent avec ces gens-là, parce qu'il a pris le temps d'abord de construire son économie. Faire en sorte que ces gens-là aient besoin de lui. Faire en sorte que ces gens-là ne puissent pas se passer de lui. Vous savez, la meilleure façon d'avoir une meilleure relation avec l'Occident, la meilleure façon, c'est dans un premier temps, je vous le dis en toute honnêteté, la meilleure façon, c'est d'appliquer ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. C'est-à-dire qu'il faut que l'esclave, le soumis, le dominé que nous sommes, il faut que nous arrivions à faire en sorte que celui qui se croit fort, le maître, l'impérialisme, qu'il ne puisse jamais se passer de nous. Créer les conditions pour amener l'impérialiste et l'impérialisme à ne jamais se passer de nous. Qu'ils aient besoin de nous. Alors là, les données changent et la dialectique du maître et de l'esclave s'applique. C'est-à-dire que l'esclave devient le maître de l'esclave. L'esclave est celui qui domine désormais, parce que le maître ne peut rien sans l'esclave. C'est ce que Paul Kagame a fait. C'est ce que Museveni a fait. Il faut que, au sein de l'AES, on arrive à changer la tendance, faire en sorte que ceux qui se croient aujourd'hui donneurs de leçons, ces paternalistes, ceux qui agissent sans pudeur, qu'ils arrivent à comprendre que nous sommes à un point, à un tournant,
où il ne peut pas se passer de nous. On deviendra le point central, le point culminant. Et là, ils nous regardent et puis ils disent, Pati Sakana, qu'est-ce qui se passe? Ou du moins, qu'est-ce qui ne va pas? Et tout va bien, mon frère. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Sinon, tout va bien. J'espère que j'ai été à la hauteur. J'espère que j'ai pu apporter, oh là là, les éléments de réponse dont vous avez besoin. J'espère avoir été à la hauteur, mais on peut pas se quitter. Il y a deux informations clés. La première information par rapport à notre sponsor, tous les groupes, et puis le mouvement Biko. Et puis, le dernier élément, et là, je vous demande de prêter une oreille attentive par rapport à ce qu'on va dire, par rapport à nos produits. Et ceux qui ont confirmé, il y a, oulala, il y a des gens qui disent qu'Ita, on peut même plus envoyer l'argent. On nous dit que ton compte est saturé, tu peux pas. Il dit bon. À cet effet, j'ai pris de nouveaux numéros avec des plafonds élevés pour ceux qui veulent toujours faire par Orange Money, Wave ou bien TapTapSend. Désormais, ces numéros-là seront disponibles lorsque vous allez me contacter à Inbox. À partir de WhatsApp, on va vous donner, à partir de la messagerie WhatsApp, je vous donne ces numéros pour pouvoir faire ces différents dépôts-là. Je m'excuse, ça n'a pas été facile, bon, mais je m'excuse pour tous les désagréments, parce que les gens appelaient, j'ai failli devenir fou. On dit, bon, on veut faire les paiements, on peut pas Keita. J'ai dit, bon, il faut faire par RIA, ou par MoneyGram, ou par Western Union, ça marche. On dit, non, on veut faire directement à partir de notre téléphone, dans ton compte, il faut trouver un autre moyen. Il dit, d'accord. Alors, je vais d'abord aller avec notre sponsor, le mouvement Bicop. Deuxième édition du Forum africain de l'association des personnes de petite taille, remise d'attestation à la CEO. Je crois que je vous avais déjà donné ça. Lors de la deuxième édition du Forum africain de l'association des personnes de petite taille, Fatmata Nyanem Batouli, Madame de l'Événement a été honorée par la remise d'une attestation en reconnaissance de son soutien et de son engagement, n'est-ce pas, à cet événement qui vise à sensibiliser et améliorer les conditions sociales des personnes de petite taille a réuni de nombreux participants venus de différentes régions pour partager leur expérience et discuter des défis quotidiens auxquels ils sont confrontés. Wow. Alors, la remise de cette attestation à Batouli souligne son rôle crucial et son dévouement envers la cause. L'engagement de Batouli reflète son soutien constant aux initiatives visant à promouvoir l'inclusion et l'égalité pour tous. Alors ça, c'était un message de tous les groupes, le service de communication de tous les groupes, je crois. Alors, on a les images que vous avez certainement pu voir. Alors, on revient encore à Kai, le mouvement, bon, quelques images, hein, voilà, les Touli, ceux qui ont représenté la marée, voilà, ce qui s'est passé, c'était là, hein, c'était lors de cette cérémonie. Voilà, les dames qui ont représenté Fatmata. Voilà. Bon, c'était une belle soirée. Oui, les gens, les personnes de petite taille. Voilà. Il y a eu, je crois, waouh, Congo, RDC, waouh. Elles sont venues de partout, hein. Ces personnes-là de petite taille, elles sont venues de partout. Un peu de partout. Voilà. Voilà. Oh là là, ça c'est bien de soutenir, c'est toujours bon de soutenir ceux qui sont dans le besoin. Alors, le deuxième communiqué pour vous, s'il vous plaît. Le mouvement politique et citoyen Ambiko a organisé ce dimanche à Kai une campagne de sensibilisation à l'endroit de ses militants sur l'importance de la révision annuelle des listes électorales. C'était à l'occasion d'une assemblée générale initiée par la coordination régionale sous le leadership de Daouda Kamara. Il est à signaler que d'autres rencontres similaires sont prévues dans les autres quartiers de la ville de Kai. Voilà un peu l'image. Voilà. Alors, la sensibilisation pour voilà. Alors, vous savez,
ce que je voudrais dire ici, c'est ce que le président Laurent Gbagbo ne cesse de dire aux Ivoiriens, Damana Picasse et tous ceux, ils se battent au quotidien pour que les gens comprennent le bien fondé de ce que c'est que la révision de la liste électorale. Ça, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Mais ici, pour changer les choses. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Elon Musk, que vous connaissez, l'homme le plus riche du monde, il a décidé, les 17 derniers jours qui restent, chaque jour, il va donner $1 million à quelqu'un. Chaque jour, il va donner 1 million. Je crois qu'il a commencé sa troisième œuvre, c'est de faire en sorte que chacun puisse prendre part à ces élections-là aux États-Unis. Parce que ces élections-là, comme ils le disent eux-mêmes, ça c'est lifetime election. C'est l'élection de toute une vie, l'élection de tous les dangers, l'élection de tous les défis. Et Elon Musk, c'est sa façon à lui, non seulement de soutenir Trump, mais à mener les... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, attendez, hein, je vais remettre parce que ils ont cogné mon direct là, c'est pas grave. Ils m'ont attaqué, c'est ça aussi, hein, c'est ça la force de Keïta. Hein, il ne renonce pas aussi facilement. Alors, donc, comme je le disais, le mouvement Biko a récemment organisé une caravane scolaire. Bon, ça c'est au niveau scolaire, mais en ce qui concerne la révision de la liste électorale, il faut que tous les Maliens se sentent concernés. Il faut que toutes les personnes se sentent concernées, parce qu'à la fin de la transition, ce sera les élections. Moi, je ne dis pas que, comment vous dire ça? Je ne dis pas que, à la fin des élections, à la fin de la transition, pardon, que le choix qui va s'imposer va se faire par les autres. Je ne parle pas de, comment ils appellent ça même? Retour à un ordre constitutionnel. Moi, je ne dis pas ça. C'est pas le français approprié pour moi. Ou bien, démocratie. Non, non, non. À la fin, il y aura des élections transparentes. Parce que moi, je ne crois pas à la démocratie. Et même nos autorités commettent souvent l'erreur et puis disent, comme on appelle ça souvent, ils disent que, comme on appelle ça, retour à un ordre constitutionnel. Mais, est-ce que la constitution n'est pas en vigueur au Mali? Est-ce que la constitution n'a pas été promulguée? Alors, quand on dit retour à un ordre constitutionnel, franchement, je sais pas trop à quoi cela répond. Je sais pas moi, hein, ceux qui disent ça, je sais pas trop à quoi cela répond. Hein?